Dans l'ombre des salons où tout se murmure et tout se juge, une rumeur enflamme les regards. On dit qu'un cœur puissant vacille, troublé par la présence silencieuse d'une jeune femme que le destin a jetée sur son chemin. Un choix se dessine, céder au devoir qui l'enchaîne, ou écouter le souffle fragile d'un désir interdit. Mais un secret plane, prêt à bouleverser chaque certitude, et prêt à révéler ce que personne n'ose imaginer. Si cette histoire vous touche dès les premiers instants, abonnez-vous pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre présence fait toute la différence. Dans les salons étincelants de Lyon, sous les lustres de cristal qui diffusaient une lumière dorée comme un rêve interdit, Amélie Duval serrait contre son cœur un bouquet fané de violettes cueillies au bord de la Saône. Ses mains tremblaient, non pas de froid, l'air embaumait la cire des bougies et les parfums capiteux des dames, mais d'une peur viscérale, celle d'un amour qui défiait les chaînes invisibles de la société. À 20 ans, orpheline d'un modeste tailleur, elle avait osé lever les yeux vers Henri Beaumont, le magnate des soieries lyonnaises, dont la fortune rivalisait avec les cathédrales gothiques. Mais ce soir-là, alors que les murmures assassins de la haute société s'élevaient comme un poison, Amélie comprit que son cœur n'était plus le sien. Il appartenait à un homme que tous haïssaient pour l'avoir choisi. Elle, la fille du peuple. Et dans ce tourbillon de regards accusateurs, un secret allait éclater, capable de briser des empires ou de forger des légendes. Amélie traversait les rues pavées de la Croix-Rousse, son quartier natal, où les canutes tissaient encore leurs rêves de soie sous les combles inclinés. L'année était 1890 et Lyon bourdonnait d'une vitalité nouvelle, sortie des cendres de la guerre franco-prussienne. Les ateliers fumaient, les foires bruissaient de marchands venus de toute la France, et les bourgeois, enrichis par le commerce, paradaient dans leurs attelages laqués. Mais pour Amélie, la vie était un fil fragile, tendu entre la misère et l'espoir. Depuis la mort de son père, emportée par la toux des filatures, elle vivait chez sa tante, une veuve acariâtre qui louait ses services comme couturière aux dames de la bonne société. « Garde la tête baissée, ma nièce !» lui répétait-elle souvent, les lèvres pincées. « Les riches ne regardent pas en bas sans y voir de la boue. » Pourtant, Amélie n'était pas de celles qui se courbent sans lutter. Ses yeux verts, hérités d'une mère disparue trop tôt, brillaient d'une intelligence vive. Et ses cheveux châtains, noués en un chignon simple, encadraient un visage aux traits fins, marqué par une détermination farouche. Vêtue d'une robe de laine grise, modeste mais impeccablement repassée, avec un col haut amidonné et des manches longues qui effleuraient ses poignets délicats, elle se rendait ce matin-là à l'atelier de Madame Lefebvre, une modiste renommée du quartier de la Presqu'île. Les rues s'animaient. Des ouvriers en casquette avançaient d'un pas lourd. Des élégantes sous leurs ombrelles de dentelle glissaient vers les boutiques de la rue de la République. L'air portait l'odeur du pain frais et du charbon des cheminées, un mélange âcre qui rappelait à Amélie sa place dans ce monde stratifié. À l'atelier, l'effervescence régnait. Des rouleaux de taffetas chatoyants s'empilaient et les aiguilles volaient comme des oiseaux affolés. Madame Lefebvre, une femme replète aux boucles grisonnantes, dirigeait ses employés d'une voix autoritaire. « Amélie, ma fille, prends ce velours pour la comtesse de Villeroy, et fais vite, le bal de ce soir au palais de la Bourse attend les plus belles toilettes de Lyon. » Amélie acquiesça, ses doigts agiles saisissant le tissu. Elle adorait ces moments où la soie glissait sous ses paumes comme un secret chuchoté. C'était là, dans l'ombre des coupons, qu'elle rêvait d'un avenir différent, loin des dettes qui rongeaient sa tante et des ragots qui circulaient sur les filles de rien, qui osaient frôler les épaules des puissants. Mais ce jour-là, un événement inattendu vint troubler la routine. Tandis qu'elle ajustait un corsage orné de perles, la porte s'ouvrit avec un tintement de clochette. Une silhouette imposante entra. Henri Beaumont en personne. À 35 ans, il dominait le monde de la soie lyonnaise, ses usines employant des centaines d'âmes le long de la Rhône. Grand,
aux épaules larges moulées dans un frac noir impeccablement taillé, avec une moustache impeccablement cirée et des yeux bleus perçants qui semblaient lire les âmes, il était l'incarnation du magnate. Fortuné, influent, mais marqué par une cicatrice discrète sur la joue, souvenir d'une chute dans les filatures de son père. Sa présence fit taire l'atelier. Madame Lefebvre s'inclina profondément. « Monsieur Beaumont, quel honneur! Que puis-je pour vous ?» Henri balaya la pièce du regard et ses yeux s'arrêtèrent sur Amélie. Un instant, le temps suspendit son vol. « Je viens pour une commande spéciale, » dit-il d'une voix grave, chaude comme le velours qu'il produisait. « Un châle pour, une dame de mon acquaintance. » Mais ces mots portaient une autre intention, plus profonde. Amélie sentit son cœur s'emballer. Elle avait entendu parler de lui. L'homme qui avait rebâti l'empire familial après la crise de 1870, qui finançait des orphelinats en secret, mais que la haute société tolérait à peine, le voyant comme un parvenu trop attaché à ses origines ouvrières. Pourtant, lors d'une livraison précédente, leurs regards s'étaient croisés, et depuis, des lettres anonymes, signées d'un simple H, atterrissait chez sa tante, remplie de mots qui laissaient Amélie sans sommeil. « Amélie, montre-lui les échantillons !» ordonna Madame Lefebvre, rompant le silence. Tremblante, Amélie s'approcha, déployant un tissu bleu nuit brodé de fils d'argent. Leurs doigts se frôlèrent, un contact fugace qui envoya une décharge dans ses veines. « C'est parfait !» murmura Henri, ses yeux ne quittant pas les siens. « Comme vous !» Le compliment, susurré bas, fit rougir Amélie. Les autres employés échangèrent des regards, et un murmure s'éleva. « Que fait-il ici, avec elle ?» Dehors, la cloche d'une église sonna midi, rappelant à Amélie que le monde ne pardonnait pas les écarts. Tandis qu'Henri s'éloignait, promettant de revenir, elle pressentit le danger. La haute société de Lyon, avec ses dîners auvergnats et ses bals masqués, ne tolérerait pas qu'un magnate s'abaisse à aimer une humble couturière. Mais dans son cœur, une flamme s'allumait, prête à consumer les conventions. Ce soir, au bal, les langues siffleraient et un choix impossible se profilerait, fuir ou affronter l'orage. Et si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des prochaines aventures et commentez-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre voix compte pour faire vivre ces récits. Les jours suivants s'écoulèrent comme un tissu fin sous l'aiguille, tendu mais résistant. Amélie rentra chez sa tante ce soir-là, le cœur battant encore du regard d'Henri. La petite maison de la Croix-Rousse, nichée entre deux immeubles aux façades noircies par la suie des filatures, exhalait une odeur de soupe aux choux et de laine mouillée. Tante Berthe, une femme de 50 ans, aux cheveux tirés en un chignon sévère et au visage ridé comme un parchemin ancien, l'attendait près du foyer. Vêtue d'une robe de serge noire, usée aux ourlets, elle remuait une marmite avec une cuillère en bois. « Où étais-tu si tard, fille ingrate? Les rues ne sont pas faites pour les rêves de gamine !» grogna-t-elle, ses yeux myopes plissés de suspicion. Amélie posa son panier d'échantillons sur la table branlante, évitant le regard de sa tante. À 20 ans, elle portait encore le deuil de son père dans ses gestes mesurés, mais son esprit bouillonnait de questions. « J'ai travaillé tard à l'atelier, tante. Madame Lefebvre avait une commande urgente pour le bal. » Berthe renifla, servant 2 bols fumants. Le bal. Ces aristocrates et leurs fêtes. Ils dansent sur nos dos, pendant que nous cousons leur vanité. Mange, et ne me parle pas de ces sottises. Le repas fut silencieux, ponctué seulement par le tic-tac d'une horloge en fer blanc et les aboiements lointains d'un chien errant. Amélie repensait à ce frôlement de doigts, à la voix chaude d'Henri. Était-ce un jeu cruel ou un éclat de vérité dans ce monde de faux semblants? Le lendemain matin, Lyon s'éveillait sous un ciel voilé de brume, la Saône coulant paresseuse comme un serpent endormi. Amélie, enfilant sa cape de laine grise bordée de velours usé, descendit vers le quartier des Brotteaux où les bourgeois installaient leur résidence cossue. Sa tante l'avait envoyée livrer une robe à la veuve d'un négociant en vin.
une cliente fidèle, qui payait rubis sur l'ongle. Les rues s'élargissaient ici, pavées de macadam lisses, bordées de maisons aux balcons en fer forgé ornés de lierre. Des fiacres attelés de chevaux alezans trottinaient, leurs roues grinçant sur les pavés. Amélie marchait d'un pas vif, son panier serré contre elle, évitant les regards des passants. Les codes de la société lyonnaise étaient impitoyables. Une jeune femme seule devait baisser les yeux, saluer poliment les supérieurs et surtout ne jamais rêver au-delà de sa condition. À l'hôtel particulier des Brotteaux, la porte s'ouvrit sur une domestique en tablier empesé. « Madame Duval vous attend au salon », murmura-t-elle, guidant Amélie à travers un vestibule dallé de marbre. L'air y était parfumé à la lavande et à la cire d'abeille, un luxe qui contrastait avec la pauvreté de la Croix-Rousse. Madame Duval, ironie du nom, une veuve replète nommée ironically comme la jeune couturière, siégeait sur un divan de velours rouge, entourée de bibelots en porcelaine de Sèvres. À 45 ans, elle portait une robe de soie mauve à manches gigot, le corsage brodé de perles fines, ses cheveux poudrés relevés en un chignon pompadour. « Ah, ma petite couturière, viens, essaie l'ourlet, le bal approche, et je ne tolérerai pas une miette de désordre. » Amélie s'agenouilla, épinglant le tissu avec précision, ses doigts volant comme des papillons. Tandis qu'elle travaillait, Madame Duval babillait des potins de la haute société. « Tu sais, ma chère, ce Beaumont, ce parvenu des soieries, on dit qu'il fricote avec des ouvrières, qu'il salit son nom pour un caprice. La comtesse de Villeroy-Henri Jaune, elle visait sa fortune pour son fils. Amélie tressaillit, une épingle lui piquant le doigt. Du sang perla, mais elle ne dit mot. Les Beaumont ont beau parader au palais de la Bourse, avec leurs dîners au foie gras et leurs vins de Bourgogne, il reste des canutes au fond. Et maintenant, des rumeurs courent. Il aurait envoyé des cadeaux à une fille de rien. Imagine le scandale. Les mots s'enfoncèrent comme des aiguilles dans le cœur d'Amélie. Était-ce d'elle qu'on parlait? Les cadeaux anonymes, un ruban de soie bleue, une broche en forme de violette, venaient-ils vraiment d'Henri? Elle releva la tête, feignant l'indifférence. Les rumeurs sont comme la brume, madame. Elles s'évaporent au soleil. Madame Duval rit, un son aigu comme un carillon. Sage réponse, petite, mais garde-toi des loups en habits neufs, la société lyonnaise dévore ses proies. De retour dans la rue, Amélie pressa le pas, le panier plus lourd de doute. Le soleil perçait enfin la brume, illuminant les façades haussmanniennes de la place Bellecour, où des élégants en redingote se promenaient sous les marronniers. Elle croisa un groupe de dames en crinoline légère, leurs ombrelles de taffetas protégeant leur teint pâle. L'une d'elles, une brune aux lèvres rougies au carmin, murmura à sa compagne « Regardez cette grisette, elle a l'air d'avoir vu un fantôme. » Amélie baissa les yeux, mais le poison était planté. À la maison, sa tante l'interrogea sur la paie, comptant les sous avec avidité. « Pas assez pour le loyer. Si tu continues à rêvasser, nous finirons à la rue. » Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait Lyon d'un manteau étoilé, un coup discret à la porte fit sursauter Amélie. Tante Berthe était déjà couchée, ronflant dans sa chambre exiguë. Amélie entr'ouvrit le battant et un gamin des rues, aux casquettes enfoncées sur les yeux, lui tendit une enveloppe scellée d'un sceau en cire rouge, pour mademoiselle Duval, de la part d'un monsieur. Le cœur d'Amélie s'emballa. À la lueur d'une chandelle, elle brisa le sceau. À l'intérieur, une note manuscrite. « Rencontrons-nous demain au jardin des Cordeliers. H. » Mais au dos, griffonné à la hâte, un avertissement. « Prenez garde. Les yeux veillent. » Le papier tremblait dans sa main. Était-ce un piège ou une promesse? Dehors, un chat miaula dans l'ombre et Amélie referma la porte, le souffle court. La rupture approchait. Invisible mais inexorable, comme un fil qui se défait sous la tension. Le lendemain matin, Lyon s'éveillait sous un soleil timide qui perçait les voilages de brume le long de la Saône. Amélie, le cœur serré comme un corset trop lacé, ajusta sa robe de laine grise, son châle usé noué sur les épaules pour parer au frais matinal. À 20 ans, elle n'avait connu que les ombres de la Croix-Rousse, ces combles inclinés où les rêves se tissaient avec les fils de soie.
Mais cette lettre, pliée dans sa poche comme un talisman maudit, l'attirait vers l'inconnu. Rencontrons-nous demain au jardin des Cordeliers, H. Les mots dansaient dans son esprit, mêlés à l'avertissement griffonné, les yeux veillent. Était-ce Henri ou un piège tendu par les langues venimeuses de la haute société? Elle quitta la maison avant que sa tante ne s'éveille, glissant comme une ombre dans les ruelles étroites. Les pavés humides luisaient sous ses bottines éculées, et l'air portait l'odeur des boulangeries naissantes, un réconfort fugace face à la tempête qui montait en elle. Le jardin des Cordeliers, vestige des anciens couvents, s'étendait au cœur de la ville, un havre de verdure entouré de murs de pierre patinés par les siècles. Amélie y arriva essoufflée, son panier de couture abandonné chez Madame Lefebvre sous prétexte d'une course. Les allées bordées de rosiers en boutons et de bancs en fer forgé étaient presque désertes à cette heure. Seul un vieux jardinier balayait les feuilles mortes, son chapeau de paille incliné sur un front ridé. Elle s'assit sur un banc près de la fontaine, où l'eau murmurait comme un secret. Ses mains tremblaient, nouant et dénouant les rubans de son bonnet simple, orné d'une unique plume noire. Des minutes s'étirèrent, interminables. Puis, un craquement de gravier la fit sursauter. Henri Beaumont émergea d'un bosquet, sa silhouette imposante tranchant avec la délicatesse du lieu. Vêtu d'un pantalon de lainage sombre et d'une redingote ajustée, cintrée à la taille, avec un gilet de soie brodé discrètement et une cravate nouée en un nœud impeccable, il avançait d'un pas mesuré. Sa moustache cirée luisait sous le soleil naissant, mais ses yeux bleus, habituellement froids comme l'acier des métiers à tisser, trahissaient une urgence contenue. La cicatrice sur sa joue semblait plus vive, comme si le passé le rattrapait. « Amélie » murmura-t-il en s'asseyant à distance respectable, respectant les codes invisibles qui régnaient même ici. « Merci d'être venu. Je craignais que vous ne refusiez. » Sa voix, grave et chaude, enveloppa l'air comme un manteau de velours. Elle baissa les yeux, fixant ses mains jointes sur ses genoux. « Monsieur Beaumont, cette lettre, était-ce vous? Les cadeaux, les mots. Pourquoi moi? Je ne suis qu'une couturière, une ombre dans vos usines. » Henri se pencha légèrement, son parfum de tabac et de lavande flottant jusqu'à elle, parce que dans vos yeux j'ai vu une lumière que les salons étouffent. Lyon est une toile d'araignée, Amélie. La guerre nous a tous marqués, mais vous portez une force que je n'ai pas. J'ai besoin de vous, pas comme une conquête, mais comme une alliée. Les mots la frappèrent comme un coup de vent froid. Alliée. Dans ce monde où les classes se haïssaient en silence, où les bourgeois toisaient les ouvriers comme de la vermine. Henri poursuivit, la voix baissée, « Ma famille, mon frère aîné, Édouard, complote pour me déshériter. Il a des dettes de jeu cachées aux créanciers parisiens. Il veut marier sa fille à un comte ruiné, mais sans ma fortune, tout s'effondre. J'ai entendu les rumeurs sur nous, ces murmures au bal, ces regards. Édouard les attise pour me salir et s'emparer de l'empire des soieries. » Amélie releva la tête, ses yeux verts étincelants de stupeur. Édouard Beaumont, l'antagoniste tapi dans l'ombre. Un homme de 40 ans, aux manières aristocratiques forcées, vêtu toujours de frac impeccable et de chemise à jabot, mais rongé par l'ambition. Elle l'avait vu une fois à l'atelier, jetant un regard méprisant sur les ouvrières. « Et moi dans tout cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Si on nous voit ensemble, ce sera la ruine. Ma tante me reniera, l'atelier me fermera ses portes. La société, elle nous dévorera. » Henri hocha la tête, sombre. « C'est le risque, mais j'ai un plan. Accompagnez-moi au bal ce soir, non comme servante, mais comme invitée. Portez ce châle que j'ai commandé. Il portera mon sceau, une preuve de notre alliance. Ensemble, nous confronterons Édouard devant les notables. Prouvons que l'amour ou l'alliance transcende les rangs. » Il sortit de sa poche un petit paquet enveloppé de papier brun. Le châle de soie bleue, brodé de violettes d'argent, un objet qui semblait murmurer des promesses interdites. Amélie hésita, le cœur déchiré. Accepter, c'était briser le voile de sa vie modeste, inviter les calomnies comme une tempête sur la Saône. Refuser, c'était condamner Henri à la solitude et elle-même à l'oubli. Je
Je ne sais pas danser comme vos dames, je ne connais pas leurs règles, leurs regards qui tunent sans épée. » Henri sourit faiblement, un éclat rare sur son visage marqué. « Apprenez avec moi, ce soir, au palais de la Bourse, sous les lustres, nous changerons les règles. » Mais déjà, un bruit de pas approchait. Une silhouette au loin, un espion peut-être, ou un curieux. « Décidez vite, Amélie. Les yeux veillent comme je l'ai écrit. » Elle prit le châle, ses doigts effleurant les siens une fois de plus, un feu fugace. « J'irai, » souffla-t-elle, la voix ferme malgré la peur. C'était la rupture. Plus de retour en arrière. Dehors, les cloches sonnèrent l'heure, et Lyon s'animait, ignorant le tremblement qui agitait une jeune femme sur le point de défier les cieux. Mais au fond d'elle, un doute persistait, et si cette alliance n'était que le début d'un scandale qui engloutirait tout? Le soir du bal approchait comme une ombre grandissante sur Lyon, enveloppant la ville d'une fébrilité palpable. Amélie, de retour à la Croix-Rousse, serrait le châle de soie bleue contre sa poitrine, son tissu doux comme une caresse interdite. Tante Berthe l'avait interrogée d'un regard suspicieux en rentrant, mais Amélie avait éludé, prétextant une commande spéciale. « Ne te fais pas d'illusions, ma nièce !» avait grommelé la veuve, ses lèvres pincées sur une pipe éteinte. « Les riches mangent les pauvres pour le dessert. » Pourtant, dans l'étroitesse de sa chambre, sous le toit incliné où la lune filtrait à travers les carreaux sales, Amélie avait passé l'après-midi à s'entraîner. Pas de danse, non. Elle avait fouillé ses souvenirs d'enfance, imitant les pas vus aux foires, tournoyant seule au milieu des coupons de tissu. Le châle, brodé de violettes d'argent, semblait murmurer des encouragements. Son seau discret, un B entrelacé, comme une promesse gravée dans la soie. L'heure venue, elle descendit les escaliers grinçants, vêtue non plus de sa robe grise usée, mais d'une toilette prêtée par Madame Lefebvre, une robe de taffetas vert pâle, au corsage ajusté par un laçage serré qui soulignait sa silhouette fine, avec des manches bouffantes descendant jusqu'au coude et une jupe évasée en plis légers, ornée d'un liseré de dentelle au col haut. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon souple, piqué d'une barrette simple en nacre, et ses bottines de cuir noir, polies jusqu'à briller, claquaient sur les pavés. Pas de bijoux extravagants, juste le châle drapé sur ses épaules, transformant l'humble couturière en une apparition éthérée. Son cœur battait la chamade. Aller au palais de la Bourse comme invité d'Henri, c'était défier les lois invisibles de Lyon, où les classes se côtoyaient sans se mélanger, comme l'huile et l'eau de la Saône. Un fiacre l'attendait au coin de la rue, attelé d'un cheval bai dont les naseaux fumaient dans la nuit fraîche. Le cocher, un homme bourru au chapeau melon cabossé, tipa son fouet sans un mot. Le véhicule cahotait sur les boulevards, passant la place des Jacobins illuminée par des lanternes à gaz qui projetaient des ombres dansantes. Amélie observait par la fenêtre. Les élégants en frac et hautes de forme se pressaient vers le palais, les dames en crinolines légères et ombrelles fermées, leur rire perlé perçant l'air. À l'intérieur du fiacre, l'odeur de cuir et de paille la ramenait à la réalité. Et si Édouard était là, tapi dans les recoins, ses yeux calculateurs guettant l'erreur? Le palais de la Bourse se dressait comme un temple de la fortune. Sa façade néoclassique flanquée de colonnes ioniques et illuminée par des torchères qui crépitaient. La musique s'échappait déjà. Un quadrille enjoué joué par un orchestre de cordes et cuivres mêlé au murmure d'une centaine d'invités. Amélie descendit, les jambes tremblantes, et un valet en livrée rouge l'escorta vers l'entrée, jetant un regard curieux sur son châle. « Mademoiselle est attendue », murmura-t-il, la guidant à travers le vestibule de marbre veiné, où des miroirs hauts reflétaient les lustres de cristal cascadant comme des chutes de diamants. L'air embaumait le jasmin et la cire, un luxe étourdissant pour qui avait grandi dans la suie des filatures. Henri l'attendait au pied de l'escalier principal, imposant dans son habit noir taillé sur mesure, la redingote boutonnée jusqu'au col, une rose blanche à la boutonnière épinglée sur son gilet de soie blanche. Ses yeux bleus s'illuminèrent en la voyant, un éclat fugace qui fit fondre la glace de son maintien habituel. « Amélie, vous êtes... »
Rayonnante, souffla-t-il, tendant le bras avec une courtoisie mesurée, évitant tout contact trop intime sous les yeux des curieux. Elle posa sa main gantée sur son avant-bras, sentant la chaleur à travers le tissu. Un silence partagé, chargé de tension, les enveloppa un instant. Leurs regards se croisèrent, et dans ce bleu perçant, elle lut une vulnérabilité qu'il cachait aux autres. « Merci de m'avoir fait confiance », ajouta-t-il bas avant de l'entraîner dans la salle de bal. La pièce était un tourbillon. Un couple valsant sous les plafonds peints de fresques allégoriques, serveurs en habits, circulant avec des coupes de champagne pétillants et des plateaux de canapés au foie gras. Les dames, en robes de moire et satin, agitaient leurs éventails de plumes, leurs colliers de perles scintillant comme des étoiles. Amélie sentit les regards se poser sur elle dès l'entrée. Des murmures s'élevèrent, comme un bourdonnement d'abeilles. « Qui est cette étrangère ?» chuchota une blonde en robe rose, sa main gantée pressant l'épaule de sa compagne. Henri la guida vers un groupe de notables, le maire en chaîne d'or, un banquier bedonnant, et la comtesse de Villeroy, une veuve aux cheveux poudrés et au nez aquilin, vêtue d'un empirline en velours pourpre brodé d'or. « Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Amélie Duval », annonça Henri d'une voix ferme, son bras soutenant subtilement le sien. La comtesse haussa un sourcil, son monocle scintillant. « Duval? N'est-ce pas le nom d'une ouvrière des ateliers? Comment une couturière se retrouve-t-elle ici, au bras de Monsieur Beaumont ?» Le ton était suave, mais le venin perçait, une humiliation subtile qui fit rougir les joues d'Amélie. Les autres sourirent poliment, mais leurs yeux la disséquaient. Sa robe modeste comparée aux leurs, son châle qui jurait avec les bijoux. Henri resserra légèrement sa prise, un geste de défense minimal, presque imperceptible. Mademoiselle Duval est une artiste de la soie, comtesse. Son talent égale celui de nos meilleurs tisserands. Lyon se construit sur de tels mérites, non sur des parchemins jaunis. La comtesse rit, un son cristallin mais froid. Mérite, charmant, mais la société a ses protocoles, cher Henri. Une danse peut-être pour tester. L'harmonie. Elle agita son éventail vers l'orchestre qui entama une valse lente. Henri hésita une fraction de seconde, puis entraîna Amélie sur la piste. Leurs corps se frôlèrent dans le tourbillon, sa main sur sa taille, la sienne sur son épaule, un rosse fugace qui envoya une étincelle le long de son échine. « Ignorez-les », murmura-t-il à son oreille, son souffle chaud contre sa tempe. « Ce châle, il vous protège comme vous me protégez. » Le tissu glissa légèrement, révélant le seau, et pour la première fois, Amélie sentit une connexion profonde. Ce n'était plus un objet, mais un lien, un fil tissé entre leurs âmes. Pourtant, dans l'ombre d'une alcôve, une silhouette observait. Édouard Beaumont, son frère, en frac gris-perle, sa moustache fine tordue en un sourire narquois. Ses yeux sombres, bordés de cernes d'insomnie, suivaient chaque pas. Il sirotait un verre de Bordeaux, conversant bas avec un allié, un notaire aux favoris grisonnants. Regardez-les, le magnate et la grisette. Demain, les journaux en parleront. Le Figaro de Lyon adorera ce scandale. Un petit avance émotionnel, un silence partagé au milieu de la valse, où Henri murmura « Avec vous, je me sens vivant, Amélie, pas comme un roi, mais comme un homme. » Mais le bal se poursuivit, et bientôt, un valet glissa un billet plié dans la main d'Henri, une note anonyme, les yeux veillent, Édouard sait. Le sourire d'Henri se crispa. Dehors, les cloches sonnèrent minuit, et un commentaire fuit déjà. Un murmure qui deviendrait une note dans le journal du matin, semence d'un ouragan social. Amélie pressentit la tempête, son cœur oscillant entre espoir et péril. Les jours suivants, le bal s'étirèrent comme un voile de soie tendu à rompre, imprégné d'une tension palpable qui enveloppait Lyon d'un silence lourd. Amélie rentra chez sa tante sous un ciel plombé, le châle bleu encore chaud contre sa peau, portant l'empreinte des regards et des murmures. La nuit avait été un tourbillon, la valse avec Henri, ce frôlement qui avait allumé une étincelle dans l'ombre des lustres, mais aussi l'ombre d'Édouard, ses yeux sombres guettant comme un prédateur.
Le billet anonyme glissé dans la main d'Henri résonnait encore. Les yeux veillent. Édouard sait. Au matin, les premiers ragots avaient filé comme des ombres, et Amélie sentait le poids de la société se refermer sur elle, un étau invisible qui serrait son cœur. Pourtant, une urgence la tira de sa chambre exiguë à l'aube. Une missive d'Henri, arrivée par coursier discret, l'invitait à une rencontre loin des regards, une escapade vers les collines de la Croix-Rousse sous prétexte d'une inspection d'usine. Venez seul, une calèche vous attendra au pont de la Guillotière. Nous devons parler sans oreilles indiscrètes. Amélie hésita, ses doigts tremblants sur le papier jauni. Accepter, c'était plonger plus profond dans ce gouffre. Refuser, c'était abandonner la flamme naissante. Elle choisit l'audace, enfilant une robe simple de mousseline grise, au col montant et aux manches longues bordées de dentelles fines, son châle bleu drapé comme un bouclier. Ses cheveux châtains noués en un tresse lâche, elle glissa dehors avant que tante Berthe ne s'éveille, son souffle formant des nuages dans l'air frisqué d'octobre. La calèche, attelée de 2 chevaux gris pommelés, l'emporta hors de la ville, vers les pentes verdoyantes où les ateliers des canutes se blottissaient comme des nids d'oiseaux. Le chemin serpentait, cahotant sur des ornières boueuses, et bientôt la Saône disparut, remplacée par des vignes automnales aux feuilles rougissantes. Henri l'attendait près d'une petite auberge isolée, un relais pour les marchands de soie, sa silhouette massive adossée à un mur de pierre couverte de lierre. Vêtu d'un manteau de lainage noir, boutonné jusqu'au menton, avec un chapeau claque incliné sur son front marqué par la cicatrice, il semblait plus vulnérable que jamais, loin des salons étincelants. « Amélie » dit-il en l'aidant à descendre, sa main gantée effleurant la sienne un instant de trop. « Merci, la route est longue mais nécessaire. Édouard, il bouge ses pions. » Ils entrèrent dans l'auberge, une salle basse aux poutres noircies par la fumée, où une cheminée ronflait, diffusant une chaleur bienvenue contre le vent qui se levait dehors. L'aubergiste, un homme trapu aux favoris broussailleux, leur servit du vin chaud épicé et du pain frais avant de s'éclipser discrètement. Seuls, confinés par les murs épais et le grondement naissant d'une averse, ils s'assirent face à face près du feu. La pluie tambourinait bientôt sur le toit de tuiles, isolant le monde comme un cocon. Henri ôta son chapeau, passant une main dans ses cheveux poivre et sel, un geste las qui trahit l'homme derrière le magnate. « Je ne vous ai pas tout dit, hier soir, » murmura-t-il, sa voix grave se brisant sur les mots. « Cette cicatrice, ce n'est pas une simple chute, c'était 1872, après la guerre. Mon père est mort dans les filatures. Écrasé par une machine déréglée. J'avais 20 ans, j'ai repris l'affaire, mais Édouard, il m'en veut depuis. Il voit en moi l'usurpateur, le frère qui a survécu. Amélie écoutait, ses yeux verts fixés sur les flammes qui dansaient, projetant des ombres sur son visage. Le châle bleu reposait sur ses genoux, ses violettes d'argent scintillant comme des larmes figées. Pour la première fois, elle vit l'homme nu, non le ticoun invincible, mais un fils hanté par le deuil, un frère rongé par la culpabilité. « Et vous » demanda-t-il doucement, se penchant en avant. « Votre père. Les rumeurs disent qu'il était tailleur, emporté par la poussière des ateliers. Mais vous portez plus que du chagrin dans vos yeux. » Elle hésita, le cœur serré. La pluie redoubla. Un rideau qui les enveloppait, forçant l'intimité. Lentement, elle dénoua le châle, révélant un petit médaillon niché contre sa poitrine, un objet hérité, un ovale en argent terni, gravé d'une initiale D pour Duval. « Il me l'a donné avant de mourir », souffla-t-elle, l'ouvrant d'une main tremblante. À l'intérieur, un portrait miniature peint à la main, un homme aux traits fins, souriant sous une casquette de travailleur. « Chaque point que je couds, c'est pour lui. Pour ne pas sombrer comme tant d'autres, mais la société, elle nous vole nos rêves avant même qu'on les tisse. » Les mots jaillirent, libérés par le confinement, par la tormenta qui hurlait dehors. Henri tendit la main, effleurant le médaillon sans le toucher, un geste de respect qui changea l'air entre eux, plus chaud, plus chargé. « Votre force m'humanise, Amélie. J'ai bâti un empire sur la soie, mais c'est vide, sans cela,
Il désigna le médaillon d'un regard, puis le sien, une promesse tacite. Non des serments d'amour, mais une alliance forgée dans la vulnérabilité. Elle referma le bijou, le reposant contre son cœur, et pour un instant, le silence les unit, plus intime qu'un baiser. La confiance s'épanouissait, fragile mais réelle, humanisant l'un par l'autre. Lui, le magnate brisé, elle, la couturière résiliente. Dehors, la pluie cessa abruptement, laissant place à un arc-en-ciel pâle sur les collines. Mais l'instant fut brisé par un bruit de sabots. Un cavalier approchait, trempé, son manteau claquant au vent. Henri se raidit, se levant d'un bond. L'homme descendit, un messager aux traits tirés, portant l'insigne d'un notaire lyonnais. « Monsieur Beaumont !» halta-t-il, tendant une lettre scellée d'un cachet rouge sang. « De la part de Monsieur Édouard. Il exige une rencontre immédiate au palais. Les rumeurs, elles enflent. Un article paraîtra demain dans le Progrès, accusant mademoiselle Duval d'intrigue pour votre fortune. » Amélie pâlit, le médaillon soudain lourd comme un poids. Henri déchira l'enveloppe, ses yeux s'assombrissant. Il contre-attaque, et plus tôt que prévu. La confiance naissante se teinta d'ombre, la marée émotionnelle retombant comme l'eau qui ruisselait encore des gouttières. Ils remontèrent en calèche, le chemin de retour silencieux, chargé de ce qui venait d'être révélé, et de la menace qui grandissait. Amélie serra le châle, sentant le seau brûler sous ses doigts. Édouard bougeait, et leur lien si frais risquait d'être le premier à se déchirer. Les jours qui suivirent la révélation dans l'auberge s'écoulèrent comme un cauchemar filé à la hâte, où chaque heure apportait son lot de poison. Amélie rentra à la Croix-Rousse sous un ciel bas, la calèche brinque-ballant sur les pavés irréguliers, tandis qu'Henri, à ses côtés, serrait les rênes avec une fureur contenue. La lettre d'Édouard brûlait encore dans sa poche, ses mots accusateurs comme des aiguilles empoisonnées. « Ton alliance avec cette grisette est une insulte à notre sang. Renonce, ou je te ruinerai devant les tribunaux et les salons. » La pluie avait repris, martelant le toit comme un tambour funèbre, et Amélie sentait le médaillon de son père peser contre sa poitrine, un rappel amer de ce qu'elle risquait de perdre. Édouard, ce serpent en habit de soie, passait à l'attaque. Plus de murmures dans l'ombre. Il voulait un assaut frontal, public, qui briserait leur lien naissant. Au lever du jour, Lyon s'éveilla dans un brouhaha inhabituel. Les colporteurs criaient les gros titres du Progrès de Lyon, distribuant les feuilles encore humides d'encre fraîche aux portes des cafés et des ateliers. Amélie, qui s'était glissée chez elle sans réveiller sa tante, fut arrachée au sommeil par un martèlement à la porte. C'était un voisin, un vieux canut aux mains calleuses, agitant un journal froissé. « Lis ça, petite, ton nom y est, noir sur blanc. Les riches te dévorent vivante. » Ses yeux, injectés de sang, trahissaient une pitié mêlée de colère. Amélie saisit le papier, ses doigts tremblants. En première page, un article signé d'un pseudonyme anonyme, mais elle devinait la plume d'Édouard, clamait. Le magnate des soieries et la couturière ambitieuse, un complot pour l'héritage familial, mademoiselle Duval, orpheline des bas-fonds, intrigue-t-elle pour s'élever au rang des Beaumont? Des sources fiables révèlent des rencontres secrètes et des cadeaux suspects. Le monde bascula. Amélie relut les lignes, le cœur cognant comme un métier à tisser des traqués. Chaque mot la salissait. Fil de rien, avide de fortune, scandale pour les soieries lyonnaises. Édouard avait saboté leur alliance avant même qu'elle ne prenne racine, transformant leur confidence en arme. Elle courut à l'atelier de Madame Lefebvre, le châle bleu caché sous son manteau, mais la porte resta close. À travers les carreaux, elle vit l'affolement. Les employés chuchotaient, jetant des regards obliques. Madame Lefebvre apparut enfin, son visage rond empourpré, ses boucles grisonnantes défaites. « Amélie, entre, mais vite. Les clientes annulent. La comtesse de Villeroy a téléphoné. Non, pas téléphoné, un messager. Pour dire que ta présence souille l'atelier. Sors d'ici. Je ne peux pas risquer mon commerce pour tes aventures. » L'humiliation frappa comme un coup de fouet. Amélie recula, les joues en feu, tandis que les passants, des ouvrières en tablier, des bourgeois en redingote, la montraient du doigt. La grisette de Beaumont.
Elle a cru s'envoler trop haut. Sa réputation, si fragile, se fissurait en public, sous les yeux de Lyon. Elle erra vers la Saône, les rives boueuses où les lavandières tapaient le linge, cherchant un refuge dans l'anonymat. Mais même là, un pêcheur l'a reconnue. C'est elle, dans le journal. « Attention, mademoiselle, les Beaumont mangent les petites gens. » L'isolement s'abattait, coupant ses liens. Plus d'atelier, plus de respect dans son quartier. Tante Berthe l'attendait à la maison, le journal à la main, ses yeux myopes plissés de rage. « Espèce d'idiote, tu nous ruines. Sors de ma vue ou je te jette à la rue moi-même. » La porte claqua derrière Amélie. Un exil forcé dans les ruelles froides. Henri, de son côté, affrontait l'orage au palais de la Bourse. Les notables, ces piliers de la soie lyonnaise, l'avaient convoqué en urgence dans une salle aux lambris sombres, où les portraits des anciens maires toisaient les présents. Édouard présidait, impeccable dans son frac gris, sa moustache fine tordue en un sourire victorieux. À 40 ans, il incarnait l'aristocratie factice, grand, maigre, avec des favoris impeccables et un regard calculateur qui masquait ses dettes de jeu. « Frère », lança-t-il d'une voix suave, « ton entichement pour cette ouvrière menace l'Empire. J'ai des preuves, des témoins de vos rendez-vous, des factures de cadeaux. Les créanciers parisiens exigent des garanties. Renonce à elles ou je porte l'affaire au tribunal pour diffamation familiale. Notre nom ne survivra pas à ce déshonneur. » Henri se raidit, sa cicatrice blanchissant sous la tension. Les alliés, le banquier bedonnant, le maire en chaîne, hochèrent la tête, leurs yeux fuyants. « Monsieur Beaumont, la haute société a ses limites. Une alliance avec une Duval, c'est de la folie. Vos usines en pâtiront, les commandes s'annulent déjà. » La perte d'appui était tangible, contrat rompu, murmure de boycott. Henri tenta de défendre. Amélie n'est pas une intrigante. Elle est l'avenir de Lyon, une force pure dans ce marécage de conventions. Mais Édouard ricana, brandissant une liasse de faux témoignages, des domestiques soudoyés, des ragots gonflés. « Prouve-le, alors. Sépare-toi d'elle publiquement, ou je te déshérite devant les notaires. C'est le point de non-retour, Henri. Choisis, l'Empire ou cette chimère. » Le coup porta. Henri quitta la salle. Le cœur brisé, montant dans son attelage, sans un mot. Il envoya un messager à Amélie, une note brève. « Édouard a gagné cette manche. Éloignons-nous pour te protéger. H. » Les mots la heurtèrent comme une lame. Séparés, non par la distance mais par l'émotion, la confiance fissurée, l'alliance compromise. Amélie, assise sur un banc près de la Saône, relut la lettre, des larmes coulant sur le châle bleu. Le moment sans retour était là. Elle avait osé défier les cieux. Et maintenant, l'isolement l'engloutissait, tandis qu'Henri reculait, forcé par l'ultimato. Mais au fond d'elle, une braise couvait. Édouard triomphait pour l'instant, mais le combat ne faisait que commencer. De l'autre côté de la ville, un fiacre s'éloignait vers les usines, emportant Henri dans un exil intérieur, et Lyon, indifférente, continuait son ronron, attendant le prochain coup. Les semaines qui suivirent l'assaut d'Édouard s'étirèrent comme un hiver interminable sur Lyon, où la Saône charriait des glaces flottantes et des secrets ensevelis. Amélie errait dans les ruelles de la Croix-Rousse, son châle bleu devenu un fardeau, caché sous un manteau rapiécé pour éviter les regards accusateurs. À 20 ans, elle avait perdu l'atelier, la confiance de sa tante qui l'avait chassée avec un balai et des malédictions, et pire encore, le lien fragile avec Henri. Sa note « Éloignons-nous pour te protéger » l'avait blessé plus profondément qu'un scandale. Isolée dans une chambre louée à la hâte, près des filatures qui grondaient jour et nuit, elle survivait en reprisant des vêtements pour des voisines compatissantes. Mais la braise couvait. Chaque soir, à la lueur d'une bougie, elle relisait les journaux, cherchant des indices dans les colonnes du Progrès. Édouard avait gagné, mais pas pour toujours. Un matin gris, alors que la pluie fine enveloppait la ville comme un voile de deuil, un visiteur inattendu frappa à sa porte. C'était Louise, une ancienne collègue de l'atelier Lefebvre, une brune aux yeux vifs, âgée de 25 ans,
vêtu d'une robe de laine marron simple avec un tablier taché d'encre. « Amélie, ne me ferme pas la porte, j'ai risqué ma place pour venir. » Elles s'assirent sur le lit étroit, l'air chargé d'humidité et de confidence. Louise sortit de son panier un paquet enveloppé de papier brun, un cahier relié en cuir, usé au coin, et une liasse de lettres jaunies. « Madame Lefebvre m'a donné ça. Elle a trouvé ces papiers dans un vieux coffre, après que tu es parti. Ils viennent des archives des Beaumont. Lis, Édouard. Il n'est pas ce qu'il paraît. » Amélie ouvrit le cahier d'une main tremblante. C'était un livre de contes, daté de 1885, rempli de chiffres griffonnés, dettes colossales aux tripots parisiens, préusuraires masqués sous des faux noms. Au milieu, une lettre d'Édouard à un créancier. « Mon frère Henri paiera. Sa fortune est mienne par droit. » Les preuves s'empilaient. Un portrait miniature d'Édouard jeune, souriant faussement à côté de leur père décédé, et un témoignage écrit par un ancien clerc. Monsieur Édouard a saboté les machines pour blâmer Henri après la mort du patriarche. Il complote depuis des années pour l'héritage. La vérité structurale éclatait. Édouard n'était pas un frère jaloux, mais un manipulateur endetté, prêt à détruire pour survivre. Amélie sentit une indignation monter, un feu qui balayait le désespoir. Il nous a tous utilisés, comme des pions sur son échiquier de dette. Picot d'espoir. Ce soir-là, Amélie agit. Elle rédigea une lettre ouverte, pas pour les journaux, trop risqué, mais pour les notables lyonnais qu'elle connaissait par ouï-dire. Citoyens de Lyon, la soie de notre ville est tissée de vérité, non de mensonges. Édouard Beaumont complote contre son frère pour des dettes cachées. Voici les preuves. Elle joignit des copies des documents, signés de son nom, et les fit porter par Louise à 5 familles influentes. Le maire, le banquier et même la comtesse de Villeroy, qui haïssait les faux semblants. C'était son agency publique, une initiative sociale qui changeait la perception. Non plus la grisette victime, mais une femme qui révélait les ombres de la haute société. Les lettres circulèrent discrètement, comme un murmure qui gonfle en tempête. Henri, de son côté, s'était retranché dans ses usines le long du Rhône, supervisant les métiers à tisser avec une froideur nouvelle. Sa redingote noire semblait plus lourde, sa cicatrice plus vive sous les lumières à gaz des ateliers. La séparation imposée par Édouard l'avait rongé. Il avait cru protéger Amélie en reculant, mais la culpabilité le dévorait. Ce n'était pas de la frieza, se murmurait-il seul dans son bureau aux murs tapissés de soieries. C'était le devoir envers elle, envers l'empire que je ne voulais pas voir s'effondrer. Mais les rumeurs enflaient, et ses alliés fuyaient, craignant le scandale. Leur rapprochement vint comme un rayon perçant les nuages. 2 jours après les lettres d'Amélie, Henri reçut un billet anonyme. Les preuves sont en marche. Rencontrons-nous au jardin des Cordeliers, à l'aube, une amie. Il y alla, le cœur serré, et la trouva là, sous les rosiers fanés, son châle bleu drapé comme une cape de justicière. Amélie. Sa voix se brisa. Elle lui tendit le cahier. Lisez. Édouard vous a trahi depuis la mort de votre père. Ce n'était pas un accident. Il a manipulé les machines pour vous accuser. Henri feuilleta les pages, ses yeux s'écarquillant. La révélation le frappa. Son frère, qu'il avait protégé par loyauté, n'était qu'un serpent. J'ai reculé pour vous épargner. Par culpabilité. J'ai cru que l'Empire valait plus que nous. Mais vous avez osé. Leur échange, sous le soleil naissant, fut contenu, chargé de confiance renouvelée. Pas de passion flamboyante, mais un regard partagé, une main effleurant le cahier comme un serment. Ensemble, nous le démasquerons, dit-elle, la voix ferme. Henri hocha la tête, un sourire rare éclairant son visage. Vous m'avez sauvé, Amélie. Pas l'homme, mais l'âme. Picot d'espoir. Leur alliance renaissait plus forte, tissée de vérité, mais le val de danger suivit vite. Édouard, alerté par un espion, peut-être le notaire aux favoris grisonnants, contre-attaqua. Un messager arriva chez Amélie au crépuscule, une sommation signée de lui. « Cessez vos mensonges, ou je vous traînerai en cour pour diffamation. Les Beaumont protègent les leurs. »
La menace grandissait, évoquant une riposte judiciaire qui pouvait ruiner Amélie pour de bon. Henri, averti, serra les poings. Il frappe plus fort, mais nous avons les preuves. La nuit tomba sur Lyon, lourde d'orage. Un billet final glissa sous la porte d'Henri. Une invitation à l'Assemblée des Soyeux, au Palais de la Bourse, dans 3 jours. Venez avec elle, le complot éclatera au grand jour. Édouard y présiderait, inconscient du piège. Amélie, dans sa chambre, serra le médaillon de son père. L'indignation contre le vilain bouillonnait, un frère traître, un manipulateur qui avait volé des vies pour son avidité. Le combat culminait et Lyon attendrait, suspendu à leurs mots. Les lustres du palais de la Bourse projetaient une lumière crue sur l'Assemblée des Soyeux, transformant la vaste salle en un théâtre d'ombres et de regards acérés. Lyon, ce soir-là, retenait son souffle. L'air vibrait du bourdonnement des conversations étouffées, imprégnées d'odeurs de cire fondue et de tabac fin, tandis que les notables, banquiers aux favoris impeccables, marchands en redingotes sombres, veuves aux colliers de perles, s'entassaient sur les chaises de velours rouge. Au centre, sur une estrade surélevée, Édouard Beaumont trônait comme un roi déchu, son frac gris perle luisant sous les flammes des candélabres. À 40 ans, il arborait un sourire confiant, sa moustache fine relevée en un arc victorieux, ignorant le piège qui se resserrait autour de lui. Les preuves d'Amélie et d'Henri circulaient déjà en murmures, mais ce soir, tout éclaterait au grand jour. Amélie se tenait au fond de la salle, le cœur battant comme un tambour de guerre. Vêtue d'une robe de soie noire, simple, au corsage ajusté par un laçage discret et à la jupe plissée en cascade modeste, elle avait noué ses cheveux châtains en un chignon sévère, piqué d'une unique épingle en argent. Le châle bleu, symbole de leur alliance, reposait sur ses épaules, ses violettes d'argent scintillant comme des avertissements. À ses côtés, Henri, imposant dans son habit noir cintré, sa cravate nouée en un nœud impeccable, serrait son avant-bras avec une fermeté contenue. Ses yeux bleus, voilés par la cicatrice sur sa joue, balayaient la foule. « C'est maintenant, » murmura-t-il, sa voix grave comme un serment. « Pour Lyon, pour nous. » Elle hocha la tête, sentant la chaleur de sa présence la fortifier. Plus de fuite. Ce soir, il choisirait la vérité ou le silence éternel. L'assemblée s'ouvrit sur des discours ronflants. Le président, un vieil industriel aux lunettes rondes, vantait la prospérité des filatures, mais tous savaient que l'enjeu était plus sombre, les dettes qui rongeaient le commerce, les complots familiaux qui menaçaient les empires. Édouard se leva, dominant l'estrade d'un geste théâtral. « Mes amis, lança-t-il d'une voix suave, mielleuse, l'avenir de nos soieries repose sur l'unité, mon frère Henri. Il a failli nous diviser avec ses caprices, mais j'ai des preuves irréfutables. » Il claqua des doigts et un valet en livrée avança un plateau d'argent. Un dossier relié en cuir, gonflé de papier jauni, la sabotage finale. Des lettres forgées, des témoignages de domestiques loyaux. Mademoiselle Duval, 7, prétendue alliée, n'est qu'une intrigante payée pour salir notre nom. Regardez. Il brandit une page, un faux témoignage d'un clerc inventé. Henri Beaumont a dilapidé la fortune familiale pour des cadeaux à une ouvrière. Édouard est le sauveur. Un murmure s'éleva comme un vent mauvais. La comtesse de Villeroy, perchée au premier rang, son monocle scintillant, hocha la tête avec satisfaction. Scandaleux! Les Beaumont doivent se purger de ces poisons. Les regards se tournèrent vers Amélie et Henri, accusateurs, affamés de chair fraîche. Édouard souriait, triomphant, ses yeux sombres pétillants de malice. Il avait acheté des témoins, un aubergiste corrompu, une servante soudoyée, prêts à jurer sous serment. La foule buvait ses mots, prête à condamner la grisette et à exiler Henri. L'humiliation culminait, un étau social qui menaçait d'écraser leurs liens. Mais Henri se redressa, sa main quittant l'avant-bras d'Amélie pour avancer d'un pas ferme. « Attendez !» tonna-t-il, sa voix résonnant comme un coup de marteau sur l'enclume. La salle se tut, surprise par cette interruption. Édouard haussa un sourcil, moqueur. « Frère, tu oses? Tes preuves sont des illusions. » Henri ignora le venin.
sortant de sa poche intérieure le cahier de compte et les lettres authentiques. Illusion, regardez cela. Il grimpa sur l'estrade d'un bond, ignorant les protestations, et déplia les documents sous les lustres. Amélie le suivit, son châle flottant comme une bannière, et posa à côté le médaillon de son père, non pour elle, mais comme symbole de vérité brute. Le contre-attaque fut intelligent, chirurgical. Henri lut à voix haute. Dette de jeu à Paris, 1885. Prêts usuraires signés par Édouard Beaumont lui-même. Sabotage des machines après la mort de notre père pour me blâmer et s'emparer de l'héritage. La foule tressaillit. Un banquier bedonnant se pencha, ses lunettes glissant sur son nez. C'est authentique? Henri hocha la tête, tendant une lettre clé, le témoignage d'un ancien clerc, caché jusqu'alors. Un homme aux favoris grisonnants qui se leva du fond de la salle. Je jure sur mon honneur, j'ai vu Édouard falsifier ses comptes. Il m'a payé pour me taire. La témoin clé, une veuve d'ouvrier que Louise avait convaincue, ajouta d'une voix ferme « J'ai travaillé aux filatures. Édouard a ordonné la panne qui a tué le père Beaumont, pour l'argent. » Le chaos éclata. Édouard pâlit, son sourire se fissurant comme du verre. Mensonge, ces papiers sont faux. Mais la comtesse de Villeroy, examinant un document, fronça les sourcils. Attendez, cette signature, c'est la sienne. J'ai vu des chèques pareils. Les murmures virèrent à l'indignation. Un notable cria « Traître, tu as sali Lyon pour tes vices !» Édouard recula, trébuchant sur l'estrade, ses mains tremblantes agrippant le dossier qui s'effondrait. La communauté re-encadra Amélie en un instant. Des applaudissements sporadiques fusèrent pour elle, la humble qui avait osé. « Bravo, mademoiselle Duval, vous avez sauvé les Soieries !» Un marchand lui serra la main, les yeux brillants. De victime humiliée, elle devenait respectée, une héroïne tissée dans la trame de la ville. Henri, dominant son frère d'un regard glacial, prononça le choix moral. « Édouard, ton ambition t'a aveuglé. Lyon n'est pas un jeu de dette. Exile-toi ou affronte les tribunaux. » Édouard, brisé, balbutia. « Frère, pitié !» Mais les gardes l'escortèrent dehors, sous les huées. La victoire fut contundante. L'Assemblée acclama Henri, rétablissant ses contrats sur le champ. Le picot d'euphorie balaya la salle, rire soulagé, toast au champagne qui pétillait comme des bulles de justice. Amélie et Henri se tenaient côte à côte, leurs épaules se frôlant dans le tumulte, un engagement tacite scellé dans ce triomphe partagé. Pas de mots superflus, juste un regard profond qui promettait un avenir sans chaîne. Abonnez-vous au canal pour ne pas manquer aucune autre histoire passionnante. Dehors, la nuit lyonnaise enveloppait le palais d'un silence post-tempête, seulement brisé par le clapotis lointain de la Saône. Amélie et Henri s'attardèrent sur les marches, le châle bleu glissant légèrement sur son épaule. Sa main effleura la sienne, un geste fugace, chargé de tout ce qu'il n'avait pas encore dit. « Demain, murmura-t-il, nous recommençons, ensemble. » Elle sourit, le cœur léger pour la première fois. Mais au loin, un fiacre s'éloignait dans l'ombre, emportant peut-être un écho du passé, un secret non résolu qui murmurait encore. Les jours suivants, l'assemblée au palais de la Bourse s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la crue, emportant les débris d'un scandale qui avait failli noyer Lyon. Édouard Beaumont, disgracié sous les yeux des notables, fut sanctionné sans pitié. Les notaires, convoqués à l'aube dans les bureaux lambrissés du Rhône, scellèrent son sort. Exil volontaire vers les colonies d'Afrique, où ses dettes le poursuivraient comme des ombres. Plus de droit sur l'empire des Soieries. Henri, reconquis dans sa légitimité, reprit les rênes, purgeant les comptes des prêts usuraires que son frère avait accumulés. La haute société, volage comme un vent d'automne, reconfigura ses alliances. La comtesse de Villeroy, piquée au vif par sa propre crédulité, envoya une lettre d'excuse à Amélie, invitant la jeune femme à un thé discret. Un repositionnement neutre, teinté de respect forcé.
Madame Lefebvre rouvrit ses portes à la couturière promue apprentie modiste avec une paie doublée, récompensant ainsi une alliée inattendue. Tante Berthe, adoucie par les rumeurs de fortune retrouvée, accueillit Amélie avec un grognement bourru, mais un bol de soupe supplémentaire. « T'as du cran, ma nièce, mais garde les pieds sur terre. » Louise, la messagère fidèle, fut engagée aux filatures d'Henri, son panier désormais rempli de commandes prestigieuses. Henri et Amélie, libérés des chaînes familiales, scellèrent leurs liens par un choix pur et sans les ombres du passé. Pas de contrat forcé, ni de bijoux hérités qui pèseraient comme des regrets. Au jardin des Cordeliers, 3 jours après l'assemblée, sous un soleil d'octobre qui dorait les feuilles mortes, ils se retrouvèrent seuls. Henri, vêtu d'une simple redingote de lainage gris, sans la pompe du magnate, sortit de sa poche un anneau d'or fin, forgé à la hâte par un orfèvre lyonnais. Aucune pierre, juste une gravure discrète. 2 violettes entrelacées, symbole de leur alliance tissée dans l'adversité. « Amélie Duval », dit-il, sa voix grave résonnant comme un vœu solennel. « Je ne vous offre pas un empire, mais une vie d'égal à égal. Voulez-vous marcher à mes côtés, non comme une conquête, mais comme ma partenaire dans ce monde de soi et de rêve ?» Elle leva les yeux, ses prunelles vertes brillant d'une émotion contenue. Le châle bleu, plié sur le banc, semblait veiller sur eux. « Henri Beaumont », répondit-elle, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « J'accepte. Pour Lyon, pour nous. » L'anneau glissa à son doigt, un rituel simple, sans témoin ni fanfare, dans l'air embaumé par les rosiers fanés. Leurs lèvres se frôlèrent en un baiser chaste. Et pour l'amour naissant, un horizon de futur s'ouvrant devant eux comme la Saône au printemps. Leur transformation s'affirmait dans les actes. Henri, jadis distant et hanté par la culpabilité, parla désormais avec une compassion nouvelle aux ouvriers des filatures. Il inaugura une école pour les enfants des Canutes, un bâtiment modeste aux murs blanchis, doté de métiers à tisser miniatures et de salles de lecture remplies de volumes sur l'histoire lyonnaise. « La soie n'est pas seulement du commerce », déclara-t-il lors de l'ouverture, sa voix résonnant dans la cour pavée, entourée d'enfants aux yeux émerveillés. « C'est un legs pour ceux qui tissent nos vies. » Amélie, sa compagne d'égal, mena les ateliers de couture pour les mères, ses doigts agiles enseignant non plus la soumission, mais la fierté. Sa voix, autrefois timide, porte alors d'une assemblée des veuves ouvrières. « Nous ne sommes pas des ombres, nous sommes le fil qui unit cette ville. » Sa leadership, forgée dans le feu du scandale, inspirait. Les femmes, en robe de laine simple au col amidonné, hochèrent de la tête, voyant en elle un modèle. Ensemble, ils rénovèrent un ancien entrepôt en bibliothèque publique, un espace aux étagères de chêne rempli de romans et de traités sur la soie, ouvert à tous, riches ou pauvres. Le legs s'ancrait, une Lyon plus juste, où les classes se frôlaient sans s'écraser. Les coadjuvants trouvaient leur place dans ce nouveau équilibre. Le banquier bedonnant, récompensé par un partenariat exclusif avec les Beaumont, leva son verre lors d'un dîner modeste au bord de la Saône. À la vérité qui sauve. Le maire, repositionné comme allié progressiste, promit des réformes pour les ateliers. Édouard, en exil, sombra dans l'oubli. Des lettres sporadiques parvenaient d'Alger, suppliant un pardon que Henri refusa par compassion muette. Tante Berthe, installée dans une petite maison au Brotteaux, tricotait pour les enfants de l'école, son acrimonie fondue en une fierté bourrue. L'image finale se grava un soir d'hiver, 5 mois plus tard. Amélie et Henri, mariés en une cérémonie intime à l'église Saint-Nizier, se tenaient sur le balcon de leur nouvelle résidence, un hôtel particulier rénové, sans excès, avec des jardins descendant vers le Rhône. Elle, enceinte de leur premier enfant, portait une robe de soie pâle aux manches longues et au corsage brodé de violettes, sa main sur son ventre arrondi. Lui, la tenant par la taille, murmurait « Notre fils apprendra à tisser, non à trahir. » En bas, la bibliothèque bruissait. Des ouvriers lisaient à la lueur des lampes à huile. Des enfants riaient autour d'un compteur.
Lyon s'étendait, illuminé par des lanternes à gaz, un horizon de tours et de flèches gothiques. Leur baiser, profond et serein, scella l'amour victorieux, tandis qu'une lettre arrivait par courrier. Une invitation d'un magnate parisien promettant de nouveaux horizons. Mais pour l'instant, il restait ancré, bâtisseur d'un legs éternel. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit tumultueuse au palais de la Bourse, où les lustres avaient illuminé un triomphe forgé dans les flammes de la vérité. Lyon avait changé, comme un tissu vieilli par le temps, ses rues pavées lissées par les pas de nouvelles générations, ses filatures grondant encore le long de la Saône, mais avec une rumeur plus harmonieuse, moins vorace. La guerre des classes, qui avait autrefois déchiré la ville comme un fil mal tendu, s'était adoucie en un entrelac fragile, tissé par les legs d'Henri et Amélie Beaumont. Leur union, scellée par cet anneau simple aux violettes gravées, avait résisté aux saisons, un amour mûri dans l'adversité, non comme un feu d'artifice, mais comme la soie elle-même, souple, résistante, enveloppante. Henri, à présent 45 ans, se tenait sur le balcon de leur hôtel particulier au Brotteau, une résidence rénovée avec simplicité, des murs crème ornés de tapisseries lyonnaises, des jardins descendant en terrasse vers le Rhône, où des rosiers grimpants fleurissaient en cascades roses. Sa silhouette, toujours imposante, portait les marques du temps. Des cheveux poivre et sel ramenés en arrière, la cicatrice sur sa joue, adoucie par les ans, et des yeux bleus qui, loin de la froideur d'antan, brillaient d'une chaleur paternelle. Vêtu d'une redingote de lainage gris foncé, cintré à la taille avec un gilet brodé discrètement, il observait la ville qui s'étendait en contrebas, ses tours gothiques perçant un ciel d'automne doré. L'empire des soieries avait prospéré sous sa main, élargi par des partenariats justes avec les canutes, mais Henri avait délégué les affaires courantes à des intendants fiables, préférant cultiver ce qu'il chérissait vraiment, une famille, un legs social qui échouait encore dans les cœurs de Lyon. Amélie, 30 ans à peine, s'approcha de lui, son pas léger sur les dalles de pierre. Mère de 2 enfants, un fils de 8 ans, prénommé Lucien en hommage à un oncle oublié, et une fille de 5 ans, Violette, dont les boucles châtaines dansaient comme des fils de soie au vent, elle incarnait la transformation accomplie. Sa robe de mousseline bleu pâle, au corsage ajusté par un laçage élégant et à la jupe fluide ornée de dentelles fines, soulignait une silhouette gracieuse, marquée par la maternité mais rayonnante d'une assurance conquise. Ses cheveux, toujours relevés en un chignon souple piqué d'une barrette en nacre, encadraient un visage aux traits affinés par la sérénité, ses yeux verts pétillant d'une intelligence qui avait inspiré tant de femmes. Le châle bleu, jauni par les ans mais précieusement conservé, reposait plié sur une console à l'intérieur, un talisman de leur jeunesse tumultueuse. « Henri », murmura-t-elle en glissant sa main dans la sienne, un geste intime et naturel après une décennie d'habitudes partagées. « Regarde-les, notre monde, tissé de nos mains. » En bas, dans le jardin, Lucien courait après un cerceau de bois, son rire clair perçant l'air frais, vêtu d'un pantalon court et d'une chemise blanche aux manches retroussées, tandis que Violette, perchée sur une balançoire forgée par un artisan local, agitait un bouquet de violettes cueillies au bord de la Saône. L'école qu'Henri avait fondée s'était étendue. Un bâtiment de briques rouges, aux fenêtres hautes, où des dizaines d'enfants des filatures apprenaient non seulement à lire et à tisser, mais à questionner les injustices d'un monde stratifié. Amélie y enseignait encore, 2 fois par semaine, des leçons sur l'histoire des femmes lyonnaises, des canutes rebelles aux modistes visionnaires, sa voix résonnant avec la même ferveur qui avait un jour défié Édouard. La bibliothèque publique, qu'ils avaient agrandie ensemble, bruissait maintenant de soirées littéraires ouvertes à tous. Ouvriers en casquette, bourgeois en gilet, veuves en châle modeste, se côtoyaient autour de volumes reliés en cuir, discutant de romans de Zola ou de traités sur la soie équitable.
Leur legs vivait palpable, dans ces rires d'enfants et ces débats animés qui avaient transformé Lyon en une toile plus inclusive, où l'humilité n'était plus synonyme de chaîne. Mais le temps avait aussi exigé son tribut, gravant des cicatrices invisibles. Édouard, exilé en Algérie, avait payé le prix le plus lourd pour son ambition vorace. Des lettres sporadiques, arrivées par des navires lents, parlaient d'une vie brisée, dettes accumulées dans les cafés d'Oran, une santé déclinante rongée par la fièvre des sables, et un regret muet pour le frère qui l'avait trahi. Henri l'avait visité une fois, 5 ans plus tôt, emportant un pardon tacite sous forme d'une caisse de soieries, non pour absoudre, mais pour clore le chapitre. Il s'est perdu dans ses ombres, confiait Henri parfois à Amélie, lors de ses veillées près du foyer où les flammes dansaient sur leur visage. Édouard n'était plus une menace, mais un fantôme, un avertissement pour ceux qui tissaient sur des mensonges. Tante Berthe, quant à elle, avait succombé à une pneumonie 2 ans auparavant dans la petite maison qu'Amélie lui avait offerte au Brotteaux. Sur son lit de mort, ses yeux myopes s'étaient adoucis. « Tu as bien fait, ma nièce. T'as cousu un avenir que je n'osais pas rêver. » Son départ avait laissé un vide nostalgique, mais aussi une paix. La veuve acariâtre avait trouvé rédemption dans les visites de ses petits-neveux, en tricotant des écharpes pour eux jusqu'à la fin. Leur amour, lui, avait enduré le temps comme un fil d'or incassable. Ce qui avait commencé par un frôlement fugace dans un atelier s'était épanoui en un partenariat profond, où la passion se mêlait à la complicité quotidienne. Les nuits d'hiver, blotties sous des couvertures de laine tissées localement, ils se racontaient encore les ombres du passé, le bal, l'auberge sous la pluie, l'assemblée fatidique, riant doucement des peurs d'alors, leurs mains entrelacées comme un serment renouvelé. Henri, libéré de sa culpabilité, embrassait Amélie avec une tendresse qui faisait fondre les dernières glaces de son cœur. Elle, affermie dans sa force, le guidait vers des actes de compassion, comme l'aide aux veuves des filatures. « Tu m'as sauvé !» lui murmurait-il souvent, et elle répondait « Nous nous sommes sauvés mutuellement ». Ce soir-là, alors que le soleil se couchait en teintes orangées sur le Rhône, la famille se réunit pour un dîner simple. Pain frais, fromage de chèvre et un rôti aux herbes, servis sur une table de chêne sous les marronniers du jardin. Lucien, curieux comme sa mère, interrogeait Henri sur les grandes batailles de soie. Violette espiègle offrait des violettes fanées à Amélie qui riait, les yeux humides de gratitude. La haute société, autrefois si cruelle, les saluait désormais avec un respect teinté de regret, invitations au dîner, où Amélie, au bras d'Henri, tenait tête au commérage avec une élégance tranquille. La comtesse de Villeroy, vieillie mais toujours monocle en main, avait même légué une partie de sa collection de tissus à la bibliothèque, un geste de réconciliation muette. Au crépuscule, alors que les lanternes à gaz s'allumaient le long des quais, Henri serra Amélie contre lui, leurs enfants jouant à leurs pieds. « 10 ans, souffla-t-il, sa voix grave chargée d'émotion. Et chaque jour, je t'aime plus, comme au premier regard. » Elle leva les yeux vers lui, un sourire nostalgique aux lèvres, le vent portant l'odeur de la Saône et des souvenirs. Lyon, en bas, pulsait d'une vie renouvelée, un témoignage vivant de leur victoire. Leur histoire, tissée dans l'adversité, s'achevait non en apothéose bruyante, mais en une quiétude profonde, un legs d'amour et de justice qui échorait pour toujours dans les cœurs des humbles et des puissants. Et dans ce silence paisible, ils savaient, l'amour avait triomphé, éternel comme la soie de leur ville. Dans les replis dorés de l'automne lyonnais, où les feuilles des marronniers de la place Bellecour dansaient comme des confettis oubliés d'un bal éternel. L'histoire d'Amélie et Henri Beaumont s'achevait non par un rideau brutal, mais par une lumière douce qui illuminait les chemins tortueux de l'existence. 10 années avaient filé, emportant avec elle les ombres d'Édouard et les murmures venimeux de la haute société, laissant place à un legs qui pulsait au cœur de la ville. Lyon, cette toile vivante de soie et de pierre, avait appris une leçon gravée dans ses pavés.
L'amour véritable, celui qui défie les chaînes des conventions, n'est pas un caprice fugace, mais un fil résistant qui unit les âmes au-delà des rangs et des fortunes. Amélie, jadis une humble couturière aux yeux verts, emplis de rêves interdits, était devenue une pilier de compassion, enseignant aux jeunes filles des filatures que la force naît non de la naissance, mais du courage de lever la tête face à l'orage. Henri, le magnate marqué par la cicatrice d'un passé douloureux, avait découvert que la vraie richesse réside dans les liens forgés par la vérité, non dans les empires de soi qui s'effritent au vent des trahisons. Cette saga nous enseigne une vérité intemporelle. Dans un monde stratifié comme une cathédrale gothique où les lustres des salons masquent souvent des cœurs de pierre, il suffit d'un geste audacieux, un châle bleu brodé de violettes, un regard échangé dans l'ombre d'un jardin, pour renverser les tours d'ivoire. L'indignation contre les manipulateurs comme Édouard nous rappelle que la justice triomphe quand les humbles osent parler, transformant le poison des ragots en un baume de respect. Et la euphoria de leur union, scellée par un baiser sous les étoiles du Rhône, nous élève. L'amour n'est pas une prison dorée, mais une alliance d'égal à égal, qui fleurit même dans les vals de désespoir. Amélie et Henri nous montrent que chaque vie, tissée de joies et de chagrins, peut devenir une légende si l'on refuse de courber l'échine devant les vents contraires. Leur héritage, école pour les enfants des Canuts, bibliothèques ouvertes à tous, une ville où les classes se frôlent sans s'écraser, murmure à nos oreilles, osez aimer sans peur, car c'est dans l'unité que naît la force éternelle. Et vous, chers auditeurs, que retenez-vous de ce tourbillon lyonnais? Cette histoire d'un magnate et d'une humble couturière qui ont défié la haute société pour sculpter un avenir radieux, vous a-t-elle touché au cœur? Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus ému. Un regard volé au bal, la révélation des complots d'Édouard ou la sérénité de leur famille 10 ans plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour savoir qui a suivi jusqu'au bout cette épopée de passion et de justice, écrivez le mot « Violette » dans votre message. Cela m'aidera à mesurer l'impact et à propager ces récits inspirants à travers le monde. N'oubliez pas de liker si l'indignation contre le vilain ou l'euphorie de la victoire vous a captivé. Et abonnez-vous au canal pour ne rater aucune autre narration qui fait vibrer l'âme, comme celle sur les amours interdits de la Belle Époque ou les intrigues des salons parisiens. Cliquez sur les cartes pour découvrir des histoires similaires, tissées de drames et d'émotions, et laissez Lyon vous inspirer à tisser votre propre légende. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce monde de soi et de secrets. Jusqu'à la prochaine aventure, que votre cœur reste aussi résistant que la trame d'un amour vrai.